Tac. Salut tout le monde, je vais démuter Greg dans un instant. 3, 2, 1, c'est parti. Greg est démuté. Normalement, si je fais ça, ouais, c'est bon, ça règle le problème. C'est pour ça qu'il faut toujours des humains. Vous voyez, l'ordinateur, des fois, marche pas. Du coup, moi, cette vidéo de Feldup, je l'ai vue, mais bah, là, ça sortit. Donc, je m'en souviens pas trop. Et puis, honnêtement, les vidéos de Feldup sont tellement bien que ça me dérange absolument pas de les remater. Je suis sur le live on. Et là, je suis en plein écran et je te vois. C'est parfait. Tout est bon? Bah, nickel, on a réglé le problème. Enfin, tu as réglé le problème. Bon, je t'entends super fort. Alors, je peux peut-être aussi bouger un peu le micro. Non, c'est bon, c'est moi, t'inquiète. On n'est pas fort sur l'appli. Ouais, je précise quand même sur le principe, mais la chaîne de Feldup peut avoir des sujets plus ou moins touchy, même si bon, depuis quelques temps, il s'est quand même calmé. Mais normalement, celle-là, même si vous êtes sensible, il n'y a rien de vénère. À part si vous avez un trauma lié à la radio. Ce qui peut exister. Dans ce cas-là, bonne chance. C'est bon, t'es prêt? Ah ouais, let's go. Ça marche. Je suis en tournée avec mon groupe de musique. On va ça passer capte à le son. Paris, Marseille, Montpellier, Châteaurenard, Lorient, au festival. N'hésitez pas à me dire dans le chat mon son, celui-là de Greg, la vidéo. Arriveront, donc suivez-nous sur les réseaux. On vous attend fortement à Paris au Trabendo, au Fil, à saint Oui, parce que Feldup fait aussi de la musique. Beaucoup de place. Ce serait fou de faire complet comme avec la première partie de la tournée. Tous les liens sont dans le. Il fait un style un peu à la Radiohead rock alternatif. Et j'ai pas écouté son dernier album parce que je suis un connard, mais son premier $1000 Just One Key, je l'ai écouté, c'est très bien. C'est calme. Vous écoutez actuellement une station radio connue sous le nom d'UVB 76. Probablement le mystère le plus connu et persistant de l'histoire de la diffusion radiophonique. Il me met les frissons quand même, ce con, avec son... Il s'agit d'un simple son de buzzer qui se répète environ 25 fois par minute, et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce depuis les années... Ouais, mais c'est l'ambiance sonore, moi ça me touche. Certains, depuis les années 70. Encore aujourd'hui, si vous vous trouvez dans des bonnes conditions météorologiques, le mec fait... En même temps, après 100 épisodes, tant mieux. Métropolitaine recevoir sur votre récepteur radio, en vous mettant sur la fréquence 4625 kHz, UVB 76, et son constant buzzer, qui fascine les internautes depuis des années. Non, si j'étais pas un flemmard, on irait vérifier maintenant. Oscillant entre des explications définitives, mais heureusement pour nous, ce n'est pas nécessaire. Et des gens disant que ces explications ne sont pas bonnes et que la vérité se trouve autre part. De quoi t'en servir? 76 est très loin d'être le seul mystère de la radio. Non, mais c'est ce qu'il va dire. Maintenant, tu peux accéder à des radios avec internet. Genre, il y a des sites faits exprès pour ça. Pourquoi? Ah ouais? Bien pour une simple raison. Visiblement aléatoirement, lorsque vous écoutez cette station, vous pouvez entendre ceci se passer. Le fait que ça soit en russe, ça fait plus peur quand même. Si c'était en danois, moins impressionnant. C'était en québécois, ça serait plus intéressant quand même, hein. Casse-noisette, l'œuf est dans la poule. On va se faire accuser de l'appropriation UVB culturelle. 76 fait partie de ces mystères qui ne méritent pas forcément une vidéo entière, même si j'ai envie d'en parler depuis des années. Néanmoins, il s'ancre parfaitement dans un de mes genres d'horreur préférés, ce que j'appelle les anomalies de diffusion. La radio et la télévision, c'est deux domaines qui me fascinent. À l'heure d'internet où tout le divertissement est à la demande, il y a quelque chose d'assez fascinant pour un zoomer comme moi d'imaginer une diffusion limitée, où tout le monde expérimente en même temps les mêmes images et les mêmes sons. C'est également fascinant car ces moyens de diffusion demandent des moyens et des connaissances significatives. Il y a un investissement sérieux qui est demandé quand on veut émettre sur les ondes, et le tout est très régulé. Et c'est justement pour ça que les anomalies diffusées sur ces canaux sont aussi fascinantes pour moi. Comment et pourquoi des gens arrivent-ils à percer ces lois? Comment l'imprévu peut-il arriver à des professionnels en direct? Comment je trouve que c'est mieux comme ça les loups. Échouer ou amener du mystère. Une anomalie de diffusion est précieuse, c'est rare et beaucoup plus inattendu que sur internet. Une station pirate, une station inexpliquée, une coupure étrange dans une émission, une catastrophe en direct, un programme aux effets non attendus, tout ça c'est rare et attire souvent mon attention. De base, quand j'ai commencé à réaliser cette vidéo, je voulais réaliser une vidéo sur UVB 76. Une vidéo sur tout son mystère qui constitue pour certains le plus grand mystère de l'histoire de la radio. Mais en essayant de réaliser cette vidéo, je me suis beaucoup renseigné sur la radio. J'ai passé 2 mois en immersion complète dans un univers incroyable et fascinant en me laissant complètement tomber dans le terrier de lapin. Et je me suis rendu compte que UVB76 il a écouté RTL pendant 2 mois non-stop. Ça c'est un mec qui fait des vidéos. Et qu'en fait il y avait des dizaines d'autres sujets
absolument incroyables. De base, je voulais faire une grosse vidéo de 3 heures pour parler de toutes ces histoires incroyables, mais je me rends compte en fait que j'ai réalisé 2 findings très différents. Le premier, cette première partie que vous voyez, est une introduction nécessaire pour comprendre certains détails importants de la deuxième partie, mais elle est très technique, très difficile à comprendre et ne fascinera pas tout le monde. Si par exemple le dernier findings ne vous a pas plu, je douterais que celui-ci vous plaise. Néanmoins, dans les prochains jours, Greg peut pas savoir parce qu'il n'a pas vu le dernier finding. Regardable complètement de manière indépendante à cette vidéo, devrait sortir et devrait beaucoup plus vous plaire. Voyez donc cette vidéo comme une sorte d'introduction à un univers rempli de plein d'informations qui vont vous être très utiles pour la suite, car c'est pas la dernière fois qu'on va parler d'anomalies de diffusion, et il y a même une très grosse vidéo sur le sujet de la télévision qui arrivera bientôt. Mais avant de plonger dans le mystère du VB76 et des stations de nombre, laissez-moi vous raconter une petite histoire qui va me permettre de vous introduire à un univers de fous que vous ignorez peut-être, et vous faire une introduction plus générale à l'univers de la radio. Bon. Il fait vraiment... il veut que tu comprennes bien, quoi. Il t'explique de A à Z. À la base, quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je voulais qu'elle soit sur moi je trouve aussi, c'est juste que tu sais, des fois t'as les jeunes cons, ils sont là en mode oh là là, ils nous expliquent des trucs avec des mots compliqués, et moi je veux avoir peur. Un énorme terrier de lapin. Le monde de ce qu'on appelle les SWL, ou Shortwave Listener. Ouais, j'avoue, celle sur la télé, ça peut être vraiment trop cool. Surtout s'il y a des trucs un peu en mode en France. Pas de récepteur radio, aucun matériel, et en général dans ma vie, mon exposition à la radio n'était que circonstancielle. C'était bêtement ce que ma mère écoutait dans sa voiture pour avoir de l'info en continu. Et ça, j'avoue que c'est un truc. Enfin, je sais que t'as quand même quelques années d'écart avec mon père, mais genre, toi, est-ce qu'il y avait vraiment genre, tu te posais, tu mettais la radio dans ta chambre, tu vois, genre, tu faisais ça, t'écoutais la radio. Mec, je faisais ça tous les soirs. Ah, donc c'était vraiment un truc en mode, c'était... En fait, attends. Moi, si tu veux, toi, à l'époque, quand j'étais minot, le seul moyen d'avoir une compile, on va dire, entre guillemets, c'était d'attendre qu'un titre passe à la radio. T'avais une cassette. Attends, je sais pas si tu sais ce que c'est qu'une cassette. Si, ça va. Espèce de petit con. Petit con, là, que c'est pas remonté. J'avais une cassette audio dans laquelle j'avais mis des boulettes de papier pour arriver, ou des fois un bout de scotch quand t'étais vraiment pété de thunes, pour enregistrer dessus. Et du coup, en fait, t'attendais qu'il y ait ton titre qui passe à la radio, et tu lâchais Rex Play, tu lâchais le bouton pause, et souvent, t'avais la fin du mec qui parlait de la radio sur l'intro. Ouais. Et après, t'avais ton son. Et surtout, tu lâchais pas le truc sur tout le long, parce que en général, à la radio, ils coupaient avant la fin. Tu voulais pas te taper ah oui, c'était Boyz II Men. Ouais, non, c'était une galère de faire une compile, mec. Mais tu sais qu'en plus, ça me fait penser à 2 trucs. C'est déjà que, tu sais, tout à l'heure, quand on parlait de Lost Media, il y a des Lost Media qui sont en fait des trucs comme ça, où c'est des mecs qui, genre, il y a 20-30 ans, ont enregistré une chanson, et tu sais, ils l'ont retrouvée, ils la mettent sur internet en mode, quelqu'un la connaît, et des fois, les gens la retrouvent, mais t'as 2 chansons comme ça qui ont pas été retrouvées du tout, après des années de recherche sur internet, etc. Les 2 sont assez connus. Il y en a une qu'on a toujours pas retrouvée, et il y en a une qu'on a retrouvée il y a pas longtemps. Et la façon dont elle a été retrouvée est assez marrante, parce qu'en fait, le mec, en gros, dans son histoire, comment il expliquait, il disait oui, j'enregistrais beaucoup la radio dans les années 80, ça a dû être enregistré à peu près dans cette période-là, machin, plein de trucs techniques pour aider dans la recherche. Et en fait, il y a quelqu'un qui un jour est arrivé sur le Discord et qui a balancé le lien d'origine de la musique. Un bon film de boule. C'était un petit film de cul classique années 70. Et en fait, c'est de là que venait la musique. Donc, quand le mec a dit qu'il a écouté ça à la radio, pas trop. Et du coup, voilà, une des musiques les plus recherchées de tout Internet venait d'un film de boule. Et bizarrement, le mec qui avait demandé la chanson, depuis, il est pas revenu pour dire « Ah, merci de l'avoir retrouvé ». Je pense que ça doit être un peu... tout le monde sait que tu t'es branlé sur ça il y a 40 ans, mec. Ouais, écoute. Bon, là, il t'a retrouvé. Mais bon, oui, des fois, des fois, t'as des compositions qui sont faites, je pense, pour des films de boules qui peuvent être très intéressantes. C'est quoi, tu vois. Ouais, mais c'est moi, ça. Je suis toujours obligé de regarder jusqu'au bout parce que je veux savoir s'ils se marient à la fin. Moi, à chaque fois, je regarde jusqu'au bout pour voir les crédits et j'applaudis pour le travail du monteur, du chef-op, du mec avec la perche. C'est tout un travail. Le pire, c'est que c'est vrai que t'imagines que, en fait, toi, tu vois juste 2 mecs qui baissent.
Deux mecs? En fait, derrière, ouais, enfin, non, mais vas-y, il n'y a pas de jugement ici, tout le monde est accepté. Il n'y a pas de jugement, je m'en fous. Non, quand je dis deux mecs, je veux dire deux personnes, quoi. Deux personnes qui baisent. Et en fait, t'imagines pas derrière toute la technique qu'il y a derrière, entre le réalisateur, le preneur de son, le caméraman. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est quand tu vois un reportage, quand tu vois un reportage vu de l'extérieur, t'es là en mode ouais, mais non, mais genre c'est normal que l'acteur il doive prendre un truc, voilà, parce qu'en fait, comment tu veux bander dans cette situation, il y a vraiment rien d'excitant que ce soit pour le mec ou la meuf, quoi. Je sais pas. Moi, j'avais un pote qui a bossé là-dedans. Ouais, il me dit, de toute façon, tu finis, t'es obligé de prendre des trucs pour tenir le choc, quoi. Ah, carrément. Ah ouais, non, mais dis, en fait, le problème, c'est que c'est pas toi qui décides quand t'arrives au bout, quoi, on va dire, de l'affaire. C'est le réalisateur qui dit, ah bah c'est maintenant et tout. Et toi, psychologiquement, faut que ça y aille, quoi. Donc, et vous aurez le sujet de notre prochain React, les dessous de l'industrie du porno. Voilà. Il y a bien, comment ça s'appelle ces reportages exclusifs, là, ils ont dû faire un truc sur ça. C'est quoi, là? Je sais pas. Allez, c'est parti, fais du coup les radios stations fantômes. Sur des stations très basiques. Parfois j'entendais ma. Mais du coup, c'est vrai que moi, la radio, à part en bagnole, j'ai jamais utilisé personnellement une radio pour écouter de la musique, quoi. La main sur la sélection des stations. Je n'avais jamais essayé de sélectionner des fréquences. Je n'avais jamais eu de radio. Et pourtant, c'est un univers qui m'a fasciné de loin pendant très longtemps. J'aime l'idée de capter des ondes à des kilomètres et d'écouter ce que les gens ont à dire dessus, alors que des alternatives numériques à la demande. Mais oui, TK Youssef, faire la musique n'était pas si mauvaise pour ça, c'est pour ça que des gens recherchent aussi. Je me suis toujours demandé pourquoi. Donc revenons à moi, voulant écrire une. J'espère que le compositeur de la musique, entre-temps, a été mis au courant, quoi. C'est entendre. Tu fais une musique pour un film porno il y a 30 ans et après ça devient la musique la plus recherchée d'Internet. J'ai acheté un récepteur radio, tout simplement. Donc je me suis dit bêtement que des alternatives sur Internet devaient exister. J'ai cherché des systèmes de radio en ligne, mais aucun ne me permettait d'écouter la fréquence 4625 kHz. Aucune ne me permettait de choisir autre chose que des stations déjà disponibles dans des flux numériques. Bah oui, bien sûr. Jusqu'à ce que je trouve un lien sur Reddit qui disait d'utiliser un site de SDR en ligne. Software Defined Radio Receiver. Bêtement, je me rends sur un des sites les plus populaires. Je me retrouve en face d'une carte où il faut choisir un emplacement géographique. Je choisis 7 stations aux Pays-Bas et en cliquant sur le lien, je me suis retrouvé en face de ça. Ouah, comment j'ai déjà quitté le site. Des boutons. Partout, des settings super compliqués, cette énorme bande colorée en violet, orange, jaune, blanc là, des paramètres dans tous les sens. Je vois vite fait ce que c'est AM et FM, mais c'est quoi USB, LSB, CW? Sur le moment, je me dis que c'est pas possible, donc je décide de changer d'antenne. UMP, il y a tous ces trucs-là que moi j'adore. Du coup, je reviens sur l'antenne aux Pays-Bas. Donc bêtement, je me dis qu'il faut juste entrer la fréquence. Oui, petit caillou, ça me dit un truc. Qu'ils avaient essayé de recontacter le groupe pour faire un remaster de la musique, ça me dit quelque chose. 76 et rien du tout. Juste du bruit. Salut Master Bibou. Bah y a pas de problème, hein, c'est pas non plus la prison. Une station qui transmet 24 heures sur 24. Bizarre. Pour l'instant. Juste en dessous, je vois que la station a été cataloguée par les utilisateurs du site. UVB76 est surnommé le buzzer par certains et entre parenthèses, il est décrit pas audible pendant la journée. Comment ça? Un peu ennuyé car sur le moment il est 19h et que la nuit arrive un peu plus tard, je me dis tiens, et si je cliquais ici? Il y a de la couleur, ça veut peut-être dire quelque chose. J'ai une manière de fonctionner quand je me retrouve en face d'un truc comme ça, avec des tonnes de paramètres et un sujet qui m'intéresse vaguement. Quand je ne sais rien, j'essaye d'expérimenter, d'appuyer un peu sur tous les boutons au pif, avant que le fait de tout comprendre ruine le truc. Du coup, il a commandé 17 pizzas sans pepperoni, mais avec un supplément ananas. Waouh. Le beat est bon. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais en face de moi un univers beaucoup plus complexe et fascinant que ce à quoi je m'attendais. Mec, ça prend les ondes de partout, quoi. Alors, avant de continuer, j'ai un petit peu réfléchi et essayé d'analyser. D'abord, ce graphique bleu, violet, orange, c'est un truc que j'ai déjà vu et qui m'a fait penser au spectrogramme. Un spectrogramme, c'est une image qui représente un signal sonore de manière visuelle et compréhensible. Plus une image est longue horizontalement, plus le son est long. Plus les couleurs sont vives et claires, plus le son est fort. Et plus le son est haut, plus il est aigu.
Il y a pas mal de musiciens qui se sont amusés à cacher des images dans leurs morceaux grâce à ça. Par exemple, la légende de Aphex Twin. Ah, tu t'es un peu bourré sur quelques lettres. Si vous voulez écouter le morceau, d'ailleurs, le titre c'est ça. Ou encore même pour dans Spotify. Minecraft, figurez-vous. Oh, un creeper. Et des tonnes d'ARG utilisent ce format pour cacher des indices dans du son de manière codée depuis très longtemps. Ici, ce spectrogramme, qu'on appelle la cascade, est différent. D'abord, il faut changer l'axe du temps. C'est plus de gauche à droite, mais de bas en haut. Mais aussi, le nombre de poils qui perd mon clébard. Je l'ai caressé une fois, j'ai les mains à son noir. C'est des ondes électromagnétiques. Donc ce qu'on va y voir ne va pas forcément ressembler à ce qu'on va entendre, même si c'est souvent très proche. Genre en baladant mon curseur, j'ai trouvé ce signal, et plus le son était à droite de mon curseur, plus il était aigu. Mais bon, parfois le signal est aussi représenté de façon miroir. Et du coup, quand je prends ce curseur et que je le balade sur la cascade, je change de fréquence. Et c'est comme ça que je peux écouter différentes stations. Donc quand j'ai compris ça, j'ai vu qu'à côté de mon curseur, il y avait aussi cette sorte d'outil de sélection. Et le bouger change le son assez drastiquement. Et à chaque fois que je change de mode en bas, ça réinitialise cette sélection. Donc je vais pas trop faire le fou et essayer de garder les paramètres qu'on m'impose. Une fois que j'avais un peu compris comment me mouvoir, j'ai commencé à me balader. C'est le genre de fréquence. Je sais pas ce que c'est. J'entends des sons super bizarres. On dirait un fax. C'est juste un vieux Windows qui essaie de démarrer. Plus loin encore que ce que mon curseur pouvait capter. Des bruits étranges. Puis j'ai capté ça. J'arrive. Et en vrai, plein de codes Morse. Partout. Dans tous les sens, très régulièrement. Puis j'ai entendu de la musique. Je venais enfin de tomber sur une radio qui diffusait quelque chose. C'était d'une qualité affreuse, mais c'était là. Et en vrai, après 20 minutes à écouter ce genre de truc, ça faisait un peu du bien. J'ai continué à écouter un peu des stations alors que le soleil lentement il se couchait, et je me suis rendu compte à travers les inscriptions qu'il y avait en bas que parfois j'entendais des stations qui émettaient depuis la Chine. Des stations donc à des milliers de kilomètres. Et en soi, la distance entre la frontière russe, là où il y a UVB76, et l'antenne que j'ai choisie, qui est aux Pays-Bas, elle est quand même de plus de 1000 km. Or du coup, pourquoi quand j'étais petit et que ma mère était sur l'autoroute, parfois elle captait pas certaines stations. C'était un moment de ouf pour moi cette soirée. Je rentrais de plus en plus dans un univers que je ne connaissais pas. Je découvrais des trucs par moi-même, je jouais avec les settings, c'était fun en vrai. Puis j'ai vu qu'il y avait une boîte de chat sur le site. On va acheter une perche pour ton micro, fais le jupe. En donnant une fréquence, qu'est-ce que ce son pouvait signifier. Ça faisait plusieurs fois que je voyais ce genre de truc et je n'arrivais pas à l'expliquer. En moins de 2 minutes, un gars m'a répondu. C'est un radar transhorizon. C'est-à-dire un radar qui peut trianguler la position par exemple d'avions à des milliers de kilomètres. Et c'était un des trucs les plus importants que j'ai compris. Énormément de sons que j'avais pu entendre. C'était pas des informations sonores. Les ondes électromagnétiques, et dans ce cas-là les ondes radio, c'est utilisé pour des tonnes de trucs. Et la radiophonie, le fait de transmettre du son avec des ondes, c'est seulement une partie de son utilisation. Ces informations ne sont pas censés être écoutés. Seul le radar qui émet cette fréquence peut traiter ces infos. Et j'ai aussi réalisé un autre truc. L'antenne que j'utilisais interceptait un radar, probablement pour des utilisations scientifiques ou militaires. Elle n'en interceptait pas qu'un d'ailleurs, des dizaines, des tonnes de conversations en morse, des tonnes de trucs auxquels tout le monde a accès. J'ai commencé donc à faire des recherches parce que tu as accès que tu peux les comprendre, sur la radiophonie et la question des ondes radio. J'ai découvert très vite qu'on avait découpé l'intégralité des ondes radio possibles dans des bandes, donc des groupes de fréquences, et ces bandes sont réglementées et ont des usages spécifiques. Énormément de trucs utilisent des ondes radio, et des ondes radio émettant sur des fréquences trop proches interfèrent les uns avec les autres et rendent l'information complètement brouillée.
Donc comme les ondes radio c'est utilisé par des militaires... Perso, ça me fait dormir ce genre de vidéo. Bah écoute, personne te retient, on va dormir. On peut comprendre que les fréquences ont été découpées méticuleusement pour chaque usage, Mardios. histoire que Énergie Musique n'interfère pas avec du matériel médical. Donc tu as une agence internationale qui s'appelle l'UIT, Union Internationale des Télécommunications, qui se charge de normer qui, quoi et comment peut émettre sur les fréquences. Non mais c'est surtout qu'à preuve du contraire, je suis pas derrière lui avec un pistolet sur sa tempe, quoi. En collaboration avec l'UIT, découper les fréquences radio. Tu restes chill aussi, toi? C'est le méga bordel, tout le monde veut utiliser les ondes radio, c'est un truc de ouf. D'abord j'ai réalisé après quelques recherches qu'aujourd'hui les fréquences en mode AM, FM, USB, LSB que j'ai vu là, bah c'est plus tellement utilisé, du moins 1000 fois moins. Bonne soirée. Aujourd'hui la radio est numérique au format DAB+, et émet entre des fréquences de 174 MHz et 223 MHz. Dans le spectre des ondes radio, c'est là. Ouais, c'est très très loin de ce que moi j'écoutais tout à l'heure. Mon antenne n'allait même pas au-delà de 30 MHz. Donc, malheureusement, pas de radio digitale pour moi. J'ai aussi très vite réalisé que la radio FM était située entre 87,5 et 108 MHz. Et ça a fait sens avec mon souvenir que les fréquences FM étaient souvent donc entre ces deux chiffres. Ces deux formats de radio sont situés sur les ondes VHF, très haute fréquence, aussi appelées ondes très courtes, parce que oui, une onde si elle est courte, ben elle oscille plus de fois par seconde, donc elle là j'avoue qu'il rentre dans des détails techniques. Intuitif, mais voilà. À ce moment-là, dans mes recherches, j'avais à peu près 80 onglets d'ouverts. Ah moi aussi, moi j'aime bien. Enfin, dès que j'apprends des trucs que je connais pas, j'aime bien. C'était dur à comprendre et à trouver. C'était étouffé par des dizaines de termes techniques, physico-mathématiques, donc ça m'a assez vite fatigué. J'ai donc décidé, car il était maintenant 23h et que 4 heures étaient passées, de regarder où en était UVB 76. J'ai écrit 4625 kHz, j'ai choisi le mode AM et ça a marché. C'est marrant que ça émette que la nuit, pas la journée. Je sais plus s'il l'explique ou pas. Pourquoi ils ont raison? Ça sonne ridicule que des stations radio soient captées la nuit et pas le jour en fait. Je me suis encore posé une autre question toute bête. Les radios AM, c'est quoi leur bande allouée par l'IUT? Genre sur quelle fréquence la radio AM a-t-elle le droit d'être diffusée? FM c'est bon je sais, digital je sais aussi, mais elle, j'ai pas vu. Je cherche sur Google et non seulement j'apprends que personne utilise ce format aujourd'hui, mais aussi qu'ils émettent dans les ondes MF, fréquence moyenne. Pas du tout où UVB 76 émet. Sans le savoir, j'avais mis les pieds droits dans un terrier de lapin dans lequel je n'allais plus pouvoir sortir. L'univers des ondes courtes. Alors avant de continuer, ça pourrait être un courant musical. Une petite précision. Cette partie de la vidéo va être assez technique et je peux comprendre qu'elle perde quelques personnes. Donc du coup, à n'importe quel moment, si pendant cette partie-là vous commencez à vous ennuyer ou que vous bitez rien, c'est simple, vous passez à la prochaine partie avec le système de chapitrage YouTube. Il y a quelques histoires du coup que vous comprendrez moins bien parce que vous n'avez pas tout le contexte de comment ça fonctionne. Et voilà, ça me semble être un bon compromis. Vas-y, explique-moi les radios. Alors, ce que j'ai fini par comprendre plusieurs jours après, c'est que d'abord, tout le monde ne peut pas émettre sur les ondes radio. Il y a quelques bandes de fréquences sur lesquelles les gens peuvent émettre sans aucune autorisation. Il y a ce qu'on appelle la Citizen Band et les fréquences qu'utilisent les talkie-walkie par exemple. Sinon, il faut avoir une autorisation pour créer sa station. Si tu fais un dossier, que tu es prêt à payer cher du matériel et que le gouvernement accepte, tu as le droit de diffuser sur une seule fréquence donnée, que ce soit le canal FM ou AM. Pour émettre, il te faut un émetteur radio. C'est un outil qui va transformer un signal électrique en onde électromagnétique, que tu peux ensuite envoyer avec une antenne. Petit truc aussi, AM, FM, machin, c'est ce qu'on appelle des modes de transmission. C'est pas forcément un type d'onde, c'est une manière d'encoder du son à travers des ondes. Le plus vieux mode de transmission radio très utilisé encore aujourd'hui, c'est le mode AM, qui date de plusieurs siècles. On choisit une fréquence qu'on appelle onde porteuse, et info est envoyé sur les fréquences avoisinantes, à gauche et à droite du signal, en changeant l'amplitude de l'onde qu'on envoie. On appelle ça la bande passante, selon la qualité sonore dans laquelle on veut diffuser. Ce sera plus ou moins important. Voilà pourquoi deux antennes ne peuvent pas émettre sur deux fréquences trop proches. Sauf que si en fait on peut, si les antennes sont suffisamment éloignées, le signal va pas s'entrechoquer. Il y a aussi un autre mode de transmission qui est assez similaire au mode AM qui s'appelle le SSB ou Single Sideband, et en gros c'est à peu près la même chose sauf qu'on enlève une des bandes et l'onde porteuse. On le décode avec le mode LSB quand c'est la bande de gauche qui reste, et avec le mode USB quand c'est la bande de droite qui reste. C'est très utilisé dans les fréquences que captait notamment l'antenne du SDR. Une personne qui possède une antenne peut, si celle-ci est accordée à la fréquence porteuse du signal radio, faire rentrer celle-ci en résonance avec le signal et avec un récepteur radio transformer cette oscillation électromagnétique en courant électrique. Deux endroits différents, même info, et ce uniquement avec des ondes.
Ok, moi déjà je trouve ça stylé, on va continuer un peu dans les trucs techniques. Le principe de la radio FM, c'est le même truc, sauf qu'au lieu de faire varier l'amplitude de l'onde, on fait varier la fréquence. C'était plus complexe à créer, donc c'est arrivé plus tard, mais ça avait de nombreux avantages. Tu connais vachement en radio en fait. C'est de meilleure qualité, c'est très peu sujet aux interférences, et ça permet du coup d'envoyer de la musique de très bonne qualité. Ça demandait plus de bandes passantes, du coup ils ont utilisé des fréquences qui avaient des millions de hertz de différence plutôt que des milliers, donc tout est good. Sauf que la radio FM a une grosse différence. Elle va pas très loin quoi. L'onde électromagnétique passe pas à travers les gros objets et quand elle émet son signal, il passe à travers l'atmosphère et surtout à travers la ionosphère, une partie de l'atmosphère avec du gaz ionisé. Du coup la radio FM a besoin de répéter son signal régulièrement car avec suffisamment de puissance électrique dans l'émetteur, celle-ci n'atteint max que quelques dizaines de kilomètres dans des bonnes conditions. Systématiquement, l'horizon, à cause de la courbure de la Terre. Quelle courbure? Le signal. Mais en vrai, les radios... On l'a vu dans le truc d'Inox. Elles vivent pour la plupart de la pub, et les radios associatives et bénévoles sont généralement centrées sur l'activité artistique, communautaire ou politique locale ou semi-locale. Si tout le monde pouvait entendre toutes les radios du monde sur son récepteur, se balader et sélectionner constamment des radios d'autres pays dans des langues que la plupart des gens ne comprennent pas, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. À côté de ça, les fréquences sur lesquelles on émet la radio AM, elles sont beaucoup plus basses et elles peuvent pénétrer du coup des objets solides et elles vont beaucoup plus loin. Mais c'est toujours pas pour ça que je pouvais entendre des radios qui venaient de la Chine. C'est pas parce que tu passes mieux à travers des objets solides que tu peux échapper à la courbure de l'horizon. Les ondes moyennes, la plupart du temps, elles ont à peu près les mêmes caractéristiques de propagation que les ondes très haute fréquence, sur lesquelles on trouve les radios FM. Elles passent à travers l'atmosphère. Sauf que si tu pousses un peu les fréquences et que tu entres dans la bande HF ou shortwave, onde courte, les ondes ont une particularité très étrange. Elles peuvent rebondir sur la ionosphère et franchir des distances incroyablement plus élevées. Et encore plus fou, la nuit, en absence de radiation du soleil, la ionosphère devient beaucoup plus petite et commence beaucoup plus haut dans le ciel. Et le signal va donc encore plus loin, tout en suivant la courbure de la Terre. Et si ton émetteur radio est suffisamment puissant et que les conditions atmosphériques au bon moment de la nuit sont parfaites, il y a des cas où un signal peut être entendu d'un côté de la planète jusqu'à l'autre. C'est beau. On appelle ce phénomène le skywave. Une fois qu'on sait comment ça fonctionne, on se rend compte en fait à quel point le système d'antennes radio partout dans le monde est fou et comment les conditions qui ont mené à ces systèmes sont une coïncidence incroyable. Quand tu sais un peu mieux comment ça fonctionne, le fait que le même signal soit capté à des milliers de kilomètres par des tonnes de gens, c'est fascinant. Je vous ai d'ailleurs menti sur un petit truc. On n'émet pas que la radio AM sur les ondes moyennes. On trouve en effet une bande dans les ondes longues, dont on va pas parler ici, mais aussi 12 bandes éparpillées dans les ondes courtes. Et genre, presque personne les utilise, même si elles sont ouvertes au public. C'est une perte d'argent colossale pour très peu d'auditeurs. Les émetteurs AM consomment beaucoup plus d'électricité par rapport à leur efficacité et le signal est vraiment dégueu. C'est très sujet aux interférences. Si tu veux vivre de ta station financièrement, les seules marques qui pourront faire leur publicité sont les marques internationalement connues et elles ont autre chose à faire que de jeter de l'argent dans de la radio presque pas écoutée. Du coup, personne peut gagner de l'argent ou vraiment trop être entendu en émettant de la radio sur les ondes courtes. Mais malgré ça, la shortwave existe encore parce qu'elle est essentielle. Dans des cas de catastrophe, et pour les communications aéronautiques, c'est hyper important. Mais encore plus important que ça, pouvoir émettre à des milliers de kilomètres un signal audible, ça permet de pouvoir émettre sur un territoire qui n'a pas les infrastructures nécessaires pour émettre de la radio et permettre à n'importe qui avec une antenne de recevoir l'information, mais aussi de 2, ça permet d'émettre une information dans un pays qui, dans un autre, n'est pas légal. Dans des cas de gouvernement autoritaire, dans les zones de guerre, la radio clandestine, la radio pirate, la radio propagandiste, ça a eu une importance capitale dans l'histoire. D'un point de vue un peu moins violent, c'est ce qui a aussi permis au rock d'exister au Royaume-Uni. Quand la plupart du genre était presque banni de la radio, le chien mouillé, t'as pas idée, c'est horrible. Loin de la côte ont permis à la musique... Non, j'ai pas de chien, je suis pas emmerdé. Et la radio d'atteindre un public jeune qui était... Aujourd'hui, la radio pirate, les stations pirates, ça existe encore. En moindre mesure, par contre. Parfois, il m'est arrivé de tomber sur de la musique qui émettait sur les ondes courtes, en dehors de ces bandes violettes, les bandes légales de la diffusion radiophonique décidée par les gouvernements. Ouais, c'est juste un mec qui se tape en délire, quoi, qui a sa petite radio. Sur des anomalies, des stations qui sont au bord du légal, un peu en dehors des bandes, et qui sont quand même autorisées. Par exemple, une des premières stations un peu en dehors des bandes que j'ai trouvées, c'est celle-ci. Radio Dengegel, désolé pour les prononciations qui arrivent, une radio clandestine kurde qui a changé de nombreuses fois de nom et de fréquence, qui produit des programmes d'actualité, des programmes culturels, mais aussi des lectures de lettres pour des prisonniers par exemple. Eh bien, elle émet depuis l'ouest de l'Europe pour les populations kurdes persécutées en Turquie.
Celle-ci a une fréquence en dehors des bandes d'émissions traditionnelles. Mais peut-être que c'est aussi en fonction des légères différences qu'il y a entre chaque gouvernement au niveau de l'allocation des bandes. Et même si celle-ci était un peu illégale, comme la fréquence est suffisamment proche des bandes de diffusion, qu'elle est régulièrement brouillée par des émetteurs turcs plus puissants qui diffusent des chants nationalistes, et qu'elle a déjà été émise dans des grands centres de diffusion, comme par exemple le TDF à Issoudun en France, et bien visiblement, ça serait ok, elle pourrait exister, même si elle est juste en dehors des limites. Les vrais radios pirates actuels, eux, ils risquent très gros. Trouver l'emplacement du penser à l'épisode de Malcolm avec Hal qui a sa radio pirate là, et qui à la fin est poursuivi par le gouvernement. À des horaires un peu aléatoires, souvent autour des mêmes fréquences, et ont leur propre univers, avec leurs refs et leur jargon. Souvent c'est des gens qui diffusent de la musique ou qui font des programmes simples, et les moments où ces radios diffusent sont diffusés sur des chaînes de mail, de ce que j'ai compris, de manière assez privée pour ne pas se faire choper par les autorités. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe, c'est assez difficile de choper des informations sur le sujet actuellement. Voilà, n'hésitez pas à donner des commentaires pour me corriger, parce que je sais pas si ce que je dis est bon. La radio en ondes courtes, c'est donc également le lieu parfait pour la radio qui ne veut pas être censurée, que ce soit des stations taïwanaises anti-gouvernement chinois, qui est également tenue par la même secte qui fait les spectacles Shen Yun, que ce soit des radios américaines conspirationnistes, des programmes religieux pirates, c'est la plupart d'entre eux, la plupart c'est du prosélytisme, des communications pour des prisonniers dans des pays en guerre, c'est un univers qui permet de passer outre la censure, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Bon, continuons mon petit périple dans la radio. À force de scanner les ondes pendant des heures, je me suis retrouvé à entendre quelqu'un qui parlait. Je n'ai pas le droit de vous le diffuser et vous comprendrez pourquoi après. Il n'y a pas qu'une personne d'ailleurs. On avait une bande de fréquences assez longue avec des tonnes de gens qui parlent, et à chaque fois, c'est pas une personne qui parle seule, c'est plusieurs personnes qui parlent entre eux. Et toujours sur la même fréquence. Je vais pas aller trop en détail, mais c'est une énorme partie des ondes courtes. Le radio amateur, qui n'est pas à confondre avec juste les amateurs de la radio. Les radios amateurs, ou AM, littéralement jambon, c'est une communauté de gens que je trouve fabuleuse. Ce sont des gens qui passent des tests pour avoir une licence et une autorisation. Une fois qu'ils ont leur licence, on leur donne un indicatif, une série de lettres et de chiffres normés, qui leur servira d'identifiant sur les ondes. Alors ces gens ne font pas de la radio pour diffuser des émissions et de la musique, non, eux ils le font pour parler à des gens. Un radio amateur, en général la nuit, va, si j'ai bien compris, se mettre sur une fréquence sur laquelle il y a personne, dans les bandes qui lui sont autorisées, et se mettre à parler ou à envoyer du morse ou à expérimenter avec des modes de transmission. Il fait d'abord ce qu'on appelle un appel général, où il doit dire systématiquement 3 fois de suite son indicatif en alphabet phonétique de c'est ce qu'on fait en fait, on fait pareil. Se mettre sur sa fréquence et lui disent qu'il a reçu son message. Et après, il parle. Voilà. Et concrètement, il parle de pas beaucoup de trucs. Les radios amateurs n'ont pas le droit de parler de détails personnels, de religion, de politique. Ils ont le droit de parler de quelques sujets, dont principalement la radio, l'informatique, l'astronomie, les satellites, bref, des discussions de nerds. Et souvent, ils vont demander des QSL, des sortes d'accusés de réception radio qu'on envoie par la poste et qui peuvent collectionner. Et si ça peut paraître limité et pas très fun, visiblement, détrompez-vous. Ces gens-là sont des tarés, je les aime d'amour, c'est des gens qui expérimentent de fou. La raison pour laquelle on a poussé la radio au-delà des ondes moyennes, c'est grâce à eux. Ils inventent constamment des dingues et ils ont des concours de celui qui obtiendra le plus de QSL. Ils ont des sports, des conventions, du jargon, des légendes urbaines, c'est un bordel et je suis fan. J'ai juste pas le droit de vous diffuser des enregistrements de radio amateurs que j'ai pu écouter. C'est illégal. Mais si vous voulez devenir radio amateur, parce que en vrai ça a l'air cool, allez parler à un d'entre eux et apprenez par vous-même. Les pauvres, ils ont peur que plus personne ne fasse ça et que les jeunes ne s'y intéressent plus. Littéralement, ils s'appellent vieux monsieur entre eux, c'est un peu rigolo. Bah, c'est vrai que tu m'étonnes, c'est dur à donner envie aux jeunes quoi. Mais je respecte le truc, je peux comprendre totalement le kiff. Quand j'étais en vacances chez des potes, j'ai trouvé une très vieille radio rouillée qui pourtant marchait à merveille. Elle possédait une fonction notamment pour écouter les ondes courtes, et si les fréquences atteignables n'incluaient pas celle qui m'intéressait, celle du VB76, j'ai pu me balader sur les ondes et entendre, une à une, c'est déjà ouf que son truc fonctionne encore dans cet état. Sur le SDR. Moi j'en ai une radio, hein. Elle est dans ma cuisine. Ouais, mais elle est pas dans cet état-là, je pense, si. Non, on est pas. Des étrangetés de tout type. C'est la cafetière qui capte du rez-de-chaussée. Un camionneur. Une radio qui avait fait des milliers de kilomètres. Et je vous le dis tout de suite, entendre ce genre de choses sur un vrai support... Ouais, j'avoue que tout seul chez toi, tu flippes un peu plus. Ça aide encore plus en fait à réaliser un fait. La radio, c'est captable par tout le monde. Par exemple, il est possible, avec un câble de guitare électrique et un ampli, de capter la radio. Car finalement, une antenne, c'est juste une tige en métal.
Si tout ce que je vous ai raconté n'est pas forcément facile à comprendre pour tout le monde et un peu zarbe, c'est pas pour rien que je vous en ai parlé. Je vous ai en réalité guidé dans l'incompréhension totale dans laquelle je me suis baladé pendant 20 jours, où j'ai dû comprendre l'univers de la radio en entier en partant de strictement rien. C'est un univers très codifié et assez fermé, dû à sa complexité, et j'ai essayé du mieux que je pouvais de condenser des jours d'infos floues et indéchiffrables, en espérant que tout soit compréhensible au mieux, même si je suis persuadé d'avoir fait un tas d'erreurs. Toutes ces infos peuvent paraître superflues, notamment tous les passages sur la législation, mais en réalité pas du tout. Maintenant, vous comprenez le poids légal et symbolique d'une anomalie radiophonique. Une radio de ce type a de très bonnes raisons d'exister, demande des moyens pour exister, et si elle n'est pas autorisée à exister, elle risque très très gros. Et si c'est le cas dans les radios AM, on verra que c'est encore plus de poids dans les radios les plus utilisées, les radios FM et le digital. Si aujourd'hui la radio n'est plus autant utilisée, ne porte pas le poids qu'elle pouvait avoir notamment pendant la guerre froide, elle garde ce côté officiel et encadré. Les bizarreries de la radio fascinent, tout simplement parce qu'il y en a peu. Et ainsi, on revient à UVB 76. C'est vrai que c'était un peu le sujet de la vidéo à la base. Oui, c'est vrai que oui, ça serait bien. La vérité avec UVB 76... Si on avait au moins la finalité, quoi, ce serait cool. UVB 76 fait partie du plus grand mystère de la radio aux yeux de beaucoup. Ce mystère, c'est celui des stations de nombre. Et je me devais d'en parler en premier. Vous écoutez la première piste d'un set de 4 CD appelé le Connect Project. Il s'agit d'un projet compilant plus de 290 minutes d'audio compilé en 150 enregistrements, réalisés principalement par le radio-écouteur d'ondes courtes assez connu appelé Aquino Fernandez. Toutes les pistes des super cheveux, mec. De ce que l'on surnomme des stations de nombre. La raison pour laquelle je mentionne le Connect Project, c'est que t'avais dit je le connais, je t'en mode ah bah putain. Officielle d'enregistrement hyper connu, hyper connu. Elle en a donné une définition. Hyper connu, ouais, je pense que ça dépend pour qui quoi. C'est à partir de ce moment que les gens vont s'intéresser plus globalement à ce sujet. Les stations de nombre sont des stations mystérieuses sur la bande radio shortwave qui n'ont pas d'indicatif précis. Celles-ci sont actives parfois 24 heures sur 24. Certaines de ces stations ont des horaires réguliers d'activation et d'autres diffusent complètement aléatoirement. Et lorsque ces stations sont actives, elles diffusent des messages, souvent avec des formats identifiables sous la forme de suites de nombres, de lettres ou de sons. Leurs diffusions sont souvent annoncées par ce genre de bruitage, ce genre de signature sonore. Qui parfois peuvent sonner particulièrement. Je sais pas si Master Bibou il a mis le bon live pour essayer de s'endormir. Ah, je sais pas. Le pauvre là il est sous sa couette. Ouais mais c'est marrant, c'est intéressant quand même à écouter. Notamment de celle-ci. Ah oui. C'est une des plus connues. La station est surnommée Lincolnshire Poacher. À chaque fois qu'elle transmet un message, elle s'annonce en jouant plusieurs fois la mélodie de la musique traditionnelle Lincolnshire Poacher. Puis après un peu de temps, elle s'arrête. Ouais, il y a un peu de ça, petit caillou. Indéchiffrable. 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5. Il en existe des tonnes, plus mystérieuses et terrifiantes les unes que les autres. Par exemple, une autre extrêmement connue est surnommée Gangs, qui diffusait des années 70 à 90 un message toutes les 30 minutes pendant 5h30, tous les jours. Et lorsqu'elle ne diffuse pas de message, elle diffuse ces sons un peu flippants. Ouais, un peu flippant, c'est le mot. Je l'ai déjà entendu cet épisode, donc ça va. Bon bah tant mieux au moins. On a de la chance que Fedu n'ait pas sorti un nouvel épisode aujourd'hui. Tonnes de recherches avant, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment pourquoi elles existent. C'est ça qui fait le plus peur, l'inconnu. On a plus de pistes pour certaines que d'autres, on sait que certaines servent à des choses très différentes que d'autres, et on sait quand même quelques infos sur les stations de nombre. Mais c'est peu quoi. Mais sur les centaines de stations de nombre qui ont été captées par des shortwave listeners depuis les années 70-80, presque rien n'a été expliqué définitivement. Revenons donc au début et essayons de raconter le mieux possible ce que l'on sait sur le sujet.
L'histoire des stations de nombre est difficile à déterminer, car le sujet est plongé dans un profond secret, dû à ses connexions avec des agences gouvernementales. Si les écouteurs d'ondes courtes ont pu entendre et parler de stations de nombre depuis des décennies, c'est à partir de 1993 que les recherches sur le sujet vont s'organiser clairement lorsque Chris Midgley et Mike Goffman vont former la European Numbers Information Gathering and Monitoring Association, ou juste Enigma. Enigma était une association qui réalisait des newsletters régulièrement, des rapports qui étaient publiés 4 fois par an, puis ensuite 2 fois par an. Si la première newsletter comportait seulement quelques stations de nombre archivées, donnant des informations sur comment les capter et sur les informations que contenait leur transmission, au cours du temps, les rapports Enigma vont se structurer significativement et des tonnes de connaisseurs des mystères de la radio shortwave vont s'associer au groupe. Enigma va avoir une importance capitale dans le domaine des stations de nombre. Chaque newsletter classifiait le maximum de stations de nombre européennes possibles, donnait des nouvelles sur leur activité et les messages que celles-ci transmettaient. Ils essayaient de comprendre leur utilité et de décoder leurs messages, et surtout, Enigma créait... Ah oui, non, il te met dans le truc, en montage, sa voix, son... La rédaction répondait aux lettres d'abonnés à la newsletter. Le groupe Enigma s'est dissocié avec la petite ambiance musicale derrière, les passionnés de stations de nombre ont repris sachant que c'est du coup lui-même la plupart du temps qui fait les propres musiques dans ses vidéos. 2000 sort sa newsletter régulièrement. Le mec fait de la musique. Extrêmement important d'abord, c'est qu'elle a créé l'Enigma ID. Dans la 7e édition de la newsletter, Enigma explique qu'elle va assigner un identifiant à chaque station de nombre pour rendre plus simple leur catégorisation. Le système précédent était juste de donner un surnom aux stations, mais alors que le nombre de stations découvertes continue à augmenter, il fallait les classifier plus simplement. Chaque station, encore aujourd'hui, possède un identifiant Enigma. Il est composé d'une lettre, soit pour définir la langue dans laquelle elle s'exprime, soit des particularités sonores ou d'émission, puis un chiffre, qui correspond souvent à l'ordre de découverte de chaque station. Ils vont également beaucoup écrire sur l'histoire des stations de nombre et faire des travaux de documentation assez impressionnants pour l'époque. Ils ont notamment archivé dans leur 12e newsletter les informations d'un programme radio autrichien appelé Kurzwellen Panorama, qui citait Antoine de Habsbourg-Toscane comme la potentielle première personne à avoir activement écouté des stations de nombre. Celui-ci pouvait, car il était fils d'archiduc, échapper à tout problème judiciaire s'il écoutait des stations de nombre et demi. Donc il notait toutes les transmissions qu'il recevait et qu'il transmettait ensuite à un opérateur radio. Ainsi, les 3 premières stations de nombre qui ont jamais été archivées dans l'histoire, on n'a pas d'enregistrement mais on sait qu'elles ont existé. Elles s'appelaient Eiffel ou Tour Eiffel, ICI qui était à Corton en Italie et MSK qui émettait depuis Moscou. Donc les stations de nombre, ça existe depuis plus de 100 ans. Et du coup, si on ne sait toujours pas quelle est leur utilisation, c'est que c'est un type de mystère où les hypothèses sont assez évidentes. L'avantage de l'émission en ondes courtes, c'est qu'elle peut être émise et réceptionnée depuis n'importe où sur le globe. Tu doutes que c'est pas un mec qui fait juste ça pour déconner, quoi. Elle ne peut pas être tracée facilement. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'une radio. De travail pour pas grand-chose. Avec Internet, peut-être que ça peut pas vraiment avoir envie de crawler, quoi. Passer par Internet, ça laisse souvent des traces et de la traçabilité que les stations de nombre n'ont pas. Aussi, celles-ci sont souvent indéchiffrables sans une clé. Une liste de caractères qui peut changer au cours du temps, qui permet de décoder le signal. Du coup, l'utilisation est presque évidente quand on donne ces qualités, associées au fait que ça appartient souvent à des gouvernements. La communication militaire, la communication politique et l'espionnage. La théorie principale, et probablement la meilleure dans la plupart des cas, c'est celle de la communication gouvernementale confidentielle. Ça coïncide notamment avec l'explosion des stations de nombre lors de la guerre froide, et en général, les périodes d'activité des stations de nombre coïncident avec des périodes de tension politique. Quand j'ai lu ça, je me suis demandé si du coup des stations de nombre avaient pu être décodées, et si ça avait donné des informations en particulier. En faisant mes recherches, un seul exemple ressortait systématiquement. Une station surnommée Attention, ou The Spanish Lady. Atención, 3, 8, 9, 5, 9, 0, 4, 4, 7, 3. Ceci est un enregistrement de ce qu'on pouvait entendre autour de 1997 quand on se mettait sur les fréquences de Attention, aussi appelées V02. Celle-ci était écoutée par les fans de radio et personne ne savait vraiment pourquoi elle transmettait ces séries de nombres. Certains arrivaient à déterminer qu'elle émettait depuis Cuba, mais c'était à peu près tout. Les tensions entre Cuba et les États-Unis depuis la guerre froide sont particulièrement intenses pour des tonnes de raisons politiques, économiques et idéologiques. Le gouvernement américain et la CIA sont connus pour avoir à de nombreuses reprises financé des groupes terroristes anti-cubains, et ce dès le début des tensions en 1961 avec le débarquement de la... C'est ouf qu'ils soient carrément obligés de censurer le mot terrorisme sur une page Wikipédia. En 1996, la force aérienne cubaine tire sur 2 avions non armés qui appartenaient à ça, l'association sur YouTube, ça va être pareil. Ah non, mais c'est YouTube, c'est stupide, les quoi. 4 citoyens US qui étaient à l'intérieur. En 1997, un attentat à la bombe dans 3 hôtels cubains tuera un touriste italien et en blessera gravement 11 autres. Tout ça avait été organisé de sa propre admission par Luis Posada Carriles, un ex-agent de la CIA
et expatriés cubains dans l'objectif de casser la récente résurgence du tourisme à Cuba et menacer le gouvernement de Fidel Castro. Ce n'est qu'un exemple d'acte terroriste sur le territoire cubain dans les Toujours années 80, sympa la CIA. dont les liens avec des agences américaines étaient plus qu'évidents. À ce moment-là, le FBI va se pencher sur l'affaire avec des autorités cubaines et les Cubains vont donner 175 pages de documents pour enquêter sur le rôle de Posada Carriles dans les explosions de 1997. Le FBI va prendre les dossiers, ne pas les utiliser pour enquêter sur le gars et vont plutôt s'en servir pour arrêter 5 personnes. Ils sont surnommés les Cuban Five et ils sont arrêtés pour espionnage. Ça pourrait être un groupe un peu sympa de hip-hop. 1995 que le FBI savait déjà très bien ce qu'il faisait. En effet, cette même année, ils seraient, selon le Miami New Times, entrés à l'intérieur de l'appartement d'un d'entre eux et ils auraient copié un programme qui était sur un de leurs ordinateurs. Quel programme ? Eh bien, les 5 espions, pour obtenir leurs informations, ils écoutaient attentivement la station de nombre Attention dont j'ai parlé plus tôt. Une fois qu'ils recevaient des chiffres, ils les notaient dans un logiciel qui décodait le message caché et leur donnait des infos pour la marche à suivre. Depuis 1995, du coup, visiblement, le FBI écoutait attentivement la station de nombre Attention et notait l'intégralité de ses transmissions et les traduisait. Et en 1998, du coup, les 5 espions étaient arrêtés. Lors du procès, des transmissions traduites de Tension révélaient des messages comme par exemple « Prioriser et continuer de renforcer l'amitié avec Joe et Dennis », message qui a été mis en parallèle avec leur infiltration dans le personnel de la base aérienne de Boca Chica. Sous aucune circonstance, les agents German ni Castor devraient voler avec BTTR ou autre organisation les jours 24, 25, 26 et 27. Autre info qui a été mis en parallèle avec leur rapprochement de politiciens exilés cubains. Alors, pourquoi espionnaient-ils ? Ça dépend à qui tu demandes. Le procès des Cuban Five est extrêmement controversé, car déjà les US n'ont pas bien suivi leur propre constitution et ont condamné 5 personnes avec un manque sévère d'impartialité. Je vais pas aller en détail, mais si j'ai bien compris, cette opération d'espionnage servait à infiltrer des groupes terroristes anti-cubains et empêcher d'autres attentats. Le gouvernement Les cubain Américains, racontait pas que trop jusqu'à impartial 2001, la date Non. du procès des Cuban Five, Non. 3470 J'ai jamais entendu parler de quelque chose du genre. à cause de ces organisations. Après, c'est vrai Jamais qu'ils ont menti sur leur identité, certains se sont même mariés pendant. Ce sont de Mais ils ont sauveurs. jamais nié Gloire à qu'ils étaient eux. des espions. Et ni le fait d'avoir transmis des dossiers confidentiels de l'armée américaine, et surtout ils nient d'avoir un lien avec l'abattage de l'avion de Brothers to the Rescue en 1996. Ils faisaient partie d'un réseau d'espionnage qui s'appelait la Red Avispa, dont faisait également partie Ana Montes, considérée comme l'espionne la plus efficace et la plus dangereuse de l'histoire cubaine, qui elle aussi utilisait la station Attention pour recevoir des messages, la station ayant évidemment régulièrement changé ses codes et ses manières de traduire ses messages. Elle les recevait en se mettant sur la fréquence 7887 kHz avec 7 radios Sony. Sur son ordinateur, Ana Montes avait des tonnes d'enregistrements de Tension et dans ses affaires a été retrouvé 7 feuilles rappel avec la clé pour décoder la station. Elle possédait également des informations sur comment reconnaître une vraie transmission d'une transmission fausse. Putain, c'est la honte quand même. T'es un agent secret et t'as besoin d'un pense-bête. Publiquement décodé. Et ça nous donne également une preuve que les stations de nombre sont mais utilisées si ça du coup, change pour de régulièrement. l'espionnage. Aujourd'hui, Attention En vrai, est je comprends. Hein. Déjà, tout à l'heure, j'ai oublié mon mot de passe pour mon Windows, alors. Me rappeler de. comment- Authentificator, mec. En fait, c'est même pas celui, parce que vu que je suis passé de Windows 10 à Windows 11, il voulait absolument que je sais que je mettais un mot de passe, mais que à chiffre. 1994. Et du coup, j'ai mis quelque chose, mais j'ai oublié, parce que généralement, je mets jamais un mot de passe qu'avec des chiffres, parce que c'est pas sécurisé. Et là, du coup, j'ai changé mon mot de passe et ils m'ont laissé mettre un mot de passe avec des lettres. Donc j'ai pu renforcer ma sécurité, mais. Je sais pas pourquoi ils m'ont forcé à mettre des chiffres, c'est stupide. Windows de la maison, tu sais, pour penser ta sécurité. Le buzzer ne fait que ça. Non, mais c'est une question de Un son principe. de buzzer. Rien de plus. Surtout que c'est con, parce que du coup, là, tous les gens qui vont mettre Windows 11, ça va être un mot de passe à chiffres, donc ils vont mettre leur date de naissance, donc ça va être super simple pour les, si tu veux rentrer dans un ordi, quoi. Dans le plus vieil enregistrement de la station, datant de 1982. Au cours des newsletters suivantes, le sujet du buzzer reviendra régulièrement, mais sans aucune info supplémentaire. Et la rédaction demandait régulièrement des informations supplémentaires sur le sujet, parce qu'une station vide de ce type, avec juste une fréquence continue, ça intriguait les gens, ça ne servait à rien et du coup tout le monde voulait savoir à quoi ça pouvait bien servir. Dans la 9e newsletter, ils vont réussir à déterminer, de par Simon Mason, un auteur qui a beaucoup écrit sur les stations de nombre, que le lieu de transmission du buzzer était entre Moscou et la ville de Penza, à 300 miles au sud-est de Moscou. C'est assez fascinant de voir au cours du temps les gens découvrir la station dans son entièreté. Ils vont faire des théories au cours des newsletters, pensant d'abord que le buzzer était un système d'alerte vieux lié à l'activité nucléaire d'une centrale. Ils vont recevoir des témoignages que la station existait depuis au moins les années 70, puis au bout de la 14e édition d'Enigma, ils vont enfin réussir à intercepter un message parlé de la station, le premier qui n'a jamais été archivé.
UZB76. Ah, il devait être comme des oufs à l'époque quand ils ont capté ça. Je ne sais pas quand est-ce que les gens ont commencé à appeler ça UVB76. Le vrai indicatif choisi par la station elle-même, c'est UZB76 à l'époque. Mais visiblement, à un moment, ça s'est déformé sur Internet et les gens ont jamais arrêté de l'appeler comme ça. Je ne sais pas à quel moment ça s'est déformé, je n'ai pas réussi à trouver. Voilà, je vais quand même l'appeler UVB76 parce que c'est comme ça que moi je la connais, c'est plus facile parce que UZB ça sonne moins bien. Du coup, je vais continuer à l'appeler comme ça. Au cours du temps, la fascination pour UVB76 va grandir. Son côté toujours actif, sauf dans le rare cas d'une transmission aléatoire, va fasciner plus encore que toutes les autres stations de nombre. Le premier enregistrement audio d'un message de UVB76, celui dont parle la newsletter d'Enigma, arrive donc en 1997 et à partir de cette date, l'intégralité des messages envoyés par la station va être archivée par les fans de radio shortwave. La station utilisait systématiquement son indicatif UZB76 pour s'auto-identifier. Mais en septembre 2010, ça va se compliquer et l'indicatif va changer en MDZ. Ouais, ça fait du bien là. Au cours du temps, on fait découvrir à partir de ce moment-là. Lentement, il était très intéressé par les radios, par les internautes, certaines formes de récurrence vont finir par être observées. Ouais, par exemple, toutes les minutes avant le passage d'une heure, 1h59, 2h59, etc., le buzzer change de ton et réalise ses tons ascendants pendant une minute. Néanmoins, ce comportement étrange a cessé dès lors qu'on est arrivé en 2010. D'autres choses un peu étranges vont être observées au cours des années, des changements dans la hauteur du buzzer, des brefs moments de coupure, ou encore ce qui semblerait être des crashs du système analogue qui produit le buzzer, qui devient visiblement de plus en plus fébrile au cours du temps. Ça marche, Axe, bonne chance. Et plus les connaissances sur la station vont s'accumuler, plus la spéculation va augmenter. Espionnage, militaire, extraterrestre, fantôme, tout va y passer. Et lentement, la station va être érigée en plus grand mystère. Ils ont que ça à foutre, ils sont dans l'après-vie, mais ils s'amusent à gérer une station radio. Surtout par des personnes qui ne connaissent pas forcément aussi bien la radio que la plupart des shortwave listeners. Une théorie va notamment beaucoup prendre de l'importance. Une théorie qui expliquerait que UVB76 serait en réalité un système radio de main morte. Cette théorie dit donc que si on écoute suffisamment longtemps UVB76, peut-être qu'on entendra à un moment un message qui annoncerait le lancer d'une bombe nucléaire et donc probablement la fin du monde. En fait, cette théorie se base surtout sur le fait que le buzzer est constant et ce depuis des années. Il serait donc un marqueur, un signal qui, tant qu'il est présent, signifie qu'il ne faut pas envoyer d'attaque nucléaire et qu'il faudrait sérieusement s'inquiéter dès lors que le buzzer s'arrête, parce que cela signifierait l'envoi de missiles. Ça devient un peu flippant d'un coup. Assez terrifiante. D'un coup, les messages qu'on pourrait y entendre seraient les derniers qui seraient jamais transmis. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux, je suis d'accord. Le mystère de UVB76 est un peu frustrant. Les numéros. Parce que c'est probablement la station de nombre dont on a le plus d'informations à ce jour, et qui est donc du coup la moins mystérieuse. On sait beaucoup de choses sur oui, c'est fait du, puis il est trop fort. D'abord, on sait très bien de où elle émettait. De chez moi en fait, c'est moi qui le faisais, voilà, je vous ai bien eu. Hein. En 2011, un blog d'un gars visiblement appelé Quasd va publier un article avec des dizaines de photos. Il avait, avec un groupe d'urbex, visité une localité urbaine du nom de Poravoro, au nord-est de Moscou, une zone censée être quasiment vide. Au sein de cette localité, ils vont trouver une base militaire abandonnée et enfin trouver l'entrée vers un bunker. Ah, ça me ferait kiffer. Des tonnes d'installations électriques. Urbex, un vieux truc URSS, mon rêve. Des outils de télécommunication et enfin des papiers. Des vieux documents secrets russes et tout, enfin soviétiques du coup. Ah, secret, on se bat les comptes. Ah, t'en sais rien, ouais, bon, ça se trouve, c'est peut-être juste les frais de notes du café, mais. Personne décrète. Un énorme dossier comprenant l'intégralité regarde ce dossier rouge. Il a pas l'air important, peut-être. En 2005. Le dossier semble avoir été oublié ici, lors d'un changement d'emplacement du lieu d'émission. Ce logbook est aujourd'hui disponible en PDF, gratuitement sur Internet en entier. C'est con, je lis pas le russe. Photos de cette exploration. Ouais, mais il écrivait super bien le mec. Et c'est assez oui, c'est propre. Atmosphérique.
C'est assez impressionnant de se retrouver dans un endroit qui semblait si secret en réalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? D'abord, on sait grâce à cet événement que la station fait partie du système de communication militaire. Ils ont eu de la chance que la base soit abandonnée par contre, sinon je pense qu'on les aurait peut-être pas revus. On remarque un net changement à partir de 2010, plus particulièrement à partir de septembre 2010, où UVB va commencer à diffuser beaucoup plus régulièrement des messages. Et c'est notamment autour de cette période que UVB76 a pour la première fois, à notre connaissance, changé son indicatif. Ça coïncide avec la fusion du district militaire de Moscou avec plusieurs autres districts militaires de l'ouest de la Russie pour former le district militaire ouest russe. Ce changement dans la station, cette augmentation de la quantité de messages, semble coïncider avec cette augmentation de la zone du district militaire, comme si la station radio devait communiquer à beaucoup plus d'endroits différents pour beaucoup d'autres raisons différentes. D'autres informations permettent de lier l'activité de la station au service militaire russe. D'abord, tous les messages audio du VB76 prennent 3 formes, les monolithes, les usors et les messages commandes. Les messages commandes sont les plus rares et semblent être des appels directs à ce qu'un personnel arrive dans une zone précise avec un indice d'urgence. C'est de la communication d'urgence directe et cryptée. Des gens dans des forums russes ont même réussi visiblement à donner des explications à certains messages, par exemple la première transmission vocale jamais enregistrée. Ici, les mots prononcés forment le code Bromal, et des internautes russes semblent dire que ça pourrait signifier préparation au combat ou signal clair. Les communications du VB76 ne sont donc plus vraiment si mystérieuses. La présence du buzzer par exemple, ça a été expliqué, c'est un channel marker. Il s'agit d'un moyen audio pour occuper la fréquence et empêcher que quiconque transmette des informations sur la fréquence du VB76. Aujourd'hui, la station semble émettre depuis 2 endroits différents, d'abord à C coordonnées, près de Saint-Pétersbourg. C'est un ouf, les montages, je veux pas qu'ils viennent chez moi les Russes. De nombreuses photos montrent aussi bien les antennes que le complexe militaire autour et la base qui encercle l'antenne. C'est plutôt joli. Et ensuite, le deuxième endroit n'est pas vraiment confirmé, mais beaucoup pensent qu'il s'agit de cette base militaire non loin de Moscou. UVB76 fait partie d'un réseau de 3 stations de nombre russes, toutes utilisées pour la communication militaire. Les 2 autres sont The Pip et The Squeaky Wheel, ou la roue qui grince. Oh, pas longtemps celui-là. Toutes semblent envoyer des messages formatés similairement à UVB76 et généralement elles sembleraient être un peu synchrones avec les messages du VB76. Mais malgré tout ça, il reste quelques étrangetés inexpliquées autour de cette station. Genre des moments où on peut entendre des discussions semblant se passer dans la même pièce où le son du buzzer est émis. Stagiaire qui a oublié de couper le micro. Ce sont des conversations en russe difficiles à déterminer. En novembre 2010, une série de plusieurs appels téléphoniques ont été envoyés par la station, visiblement par erreur, et ce pendant une durée de 30 minutes. Les informations contenues dans ces appels ne contiennent rien de très intéressant, outre la mention d'officiers de communication et de service. En 2020, on a pu entendre des Français parler sur la station. Ouais, bonjour. Visiblement des pêcheurs qui ont émis sur la mauvaise fréquence par erreur. Puis en janvier 2022, il s'est passé un truc fou. Voilà, donc je vais juste vous faire écouter. Oh non. Excellent. C'est pas une blague. Gangnam Style a bel et bien été transmis par une station souvent considérée comme la plus mystérieuse du monde. Il s'agissait d'une série de piratages d'origine inconnue, même si bon, au vu de l'actualité de la Russie en 2022, on peut se douter d'où ça venait. Dans ces séries de piratages, on trouve également des images envoyées par spectrogramme audio, fait pour être vues sur la cascade quand on utilise un SDR. Non, c'est un Among Us. Et c'est, je trouve,
incroyable. De base, quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je voulais juste parler du VB76 et des stations de nombre. J'en avais entendu sampler dans des morceaux de musique électronique de Boards of Canada il y a longtemps, et c'est un sujet qui me fascine depuis longtemps. Mais en faisant mes recherches, il s'est passé un truc qui arrive rarement. UVB76, c'est un sujet intéressant, mais c'est déjà loin d'être la station de nombre la plus fascinante, au point que certains ne la considèrent même plus comme une station de nombre, en raison du nombre d'infos sur son fonctionnement qu'on connaît aujourd'hui. Et en plus, en faisant mes recherches, je suis tombé sur pas mal de gens qui disaient que la plupart des stations de nombre envoyaient des infos qui n'avaient strictement aucun sens, qui ne pouvaient pas être décodées. Apparemment, c'était surtout le cas pendant la guerre froide, l'objectif étant de faire des stations radio mystérieuses, avec des sons assez terrifiants à l'intérieur, juste pour qu'un pays ennemi perde son temps à essayer de décoder le signal. Ça m'arrive rarement de me renseigner sur un sujet, me rendre compte que celui-ci n'est pas aussi incroyable que ce à quoi je pensais, mais que le simple fait d'avoir fait des recherches m'a ouvert à un univers entier avec des tonnes d'autres sujets tout aussi incroyables, voire même mieux. À partir du moment où je savais ce qu'il me fallait sur UVB76, j'avais sans le savoir acquéri un paquet de connaissances sur la radio et découvert des tonnes d'autres trucs fascinants et terrifiants. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que cette vidéo est nécessaire. Je trouve qu'UVB76 est un sujet intéressant. Non, il a dit j'avais acquéri. Non, j'ai acquis. Le plus intéressant. Ah, on est d'accord, il fait des fautes de français des fois. Comment j'ai réfléchi et comment je me suis renseigné sur le sujet et toutes les informations que ça m'a donné sur la radio, comment ça fonctionne et la communauté qui l'écoute. En fait, je vous ai donné toutes les armes pour comprendre au mieux toutes les autres anomalies radiophoniques qu'on traitera dans Findings jusqu'à maintenant. Je vais donc vous parler de ces sujets que je vais diviser en 3 catégories. D'abord, on aura les étrangetés de la radio, quelques anomalies bizarres et inexpliquées assez connues, souvent liées à des stations elles-mêmes. Ensuite, on va parler d'imprévus, des choses étranges qui sont passées dans des émissions et des transmissions radio parfaitement normales qui n'étaient absolument pas prévues à la base. Et enfin, on parlera de piratage de radio. Et vous allez voir, il va y avoir beaucoup de choses intéressantes. Mais tout ça, ce sera dans le prochain Findings, qui va sortir dans quelques jours. Je ne sais pas encore exactement quand est-ce qu'il va sortir, mais normalement elle sera plutôt prête, si je sors cette vidéo. Et celle-ci aura des sujets que je trouve incroyables. On va parler de Zone 51, on va parler de théories du complot liées à la guerre froide, et on va également parler d'un des audios les plus terrifiants que j'ai pu entendre quand j'étais adolescent. J'espère que cette exploration dans les stations de nombre vous aura plu. Et il me hype pour la suite en fait. Il est fort ce petit con. Ah ouais. Il est bon le boug. Attends. Du coup, il a refait. Tac. Bah du coup oui, il a sorti la Ah ouais, suite. 9 mystères. Bah oui, 9 mystères terrifiants. L'histoire de la radio. Putain, 1h30. Oh. Ah, sur le principe, ça nous fait dépasser un peu, ouais. Et puis on peut regarder une autre de lui, regarder complètement autre chose et se taper 9 mystères terrifiants de la radio vendredi. C'est pour ça. Donc ouais, ça t'a plu? Ouais, franchement, c'est pas mal, ouais. Je suis content. Je vois, il est très branché. Ouais, tout mon écran. Tac. Des trucs un petit peu. Un petit peu. Des images que vous verrez jamais. Ouais, non, mais je veux dire, il est très. Comment expliquer ça? Il a une façon. Ouais, bien à lui, quoi. Il va rendre le truc hyper glauque. Ouais, c'est. Oui. Bah, c'est pour ça que c'est quand c'est que oui, c'est vrai que des fois ça lui a été reproché, c'est vrai que des fois il en fait un chouïa des caisses pour pas grand chose. Là ça va, il s'est retenu. Mais c'est vrai que des fois bien sûr. Non. Voilà. Il va tout regarder avant la prochaine fois. Alors ce qui est bien, c'est que si tu veux, t'as pas besoin d'avoir quand il parle de radio, t'as pas besoin d'avoir le son. Enfin, l'image, donc du coup je peux mettre le son dans les oreilles et aller bosser. Ah oui, t'as pas tort. Il connaît les tricks.